Dans la catégorie très prisée des SUV compacts électriques, il y a entre autres le Kia EV3 élu récemment World Car of the Year, s'il vous plaît. Il y a le Skoda Elroq, lui aussi qui rencontre un certain succès, le petit frère du Skoda Enyaq, qui est lui aussi un modèle qui fonctionne plutôt bien. Il y en a beaucoup en fait, et un petit nouveau. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du BYD Atto 2. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Chez BYD, après l'essai du grand Sea Lion 7 il y a quelques semaines, un essai toujours disponible sur Charging Station, voici donc aujourd'hui l'essai de son petit frère, plus petit encore que le Sea Lion ou l'Atto 3, voici le BYD Atto 2. La recette chez BYD est toujours la même, en proposer plus de séries pour un prix contenu. Alors en proposer beaucoup de séries c'est bien, mais encore faut-il que tout ça soit correctement ajusté, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Parfois, du coup, la mayonnaise ne prend pas. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce BYD Atto 2? Pour le savoir, j'en ai pris le volant, non pas pendant 2 heures ou une journée dans le sud de l'Espagne ou ailleurs au soleil, non, ici dans mes trajets du quotidien, toutes les informations objectives et mon ressenti après une semaine à son volant, c'est donc dès maintenant dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, d'abord le premier trajet et ensuite le grand essai du cousin technique de celui qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps. Il s'agissait du Zeekr 7X, ce gros SUV. Là, ce sera chez Smart, le Smart #5, très massif lui aussi, c'est la plus grande Smart jamais produite et de loin. On vérifiera ce que ça donne au terme d'une semaine à son volant et la bonne nouvelle c'est que vous avez beaucoup vu des essais de la version Brabus. On aura une version un petit peu plus raisonnable à l'essai, ce sera la version Summit, une vraie découverte donc pour certains d'entre vous qui, je sais, réclamaient une autre version à l'essai que la version Brabus. Vous avez donc été entendus. D'autres essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Il y aura une vidéo également découverte que je vous proposerai avec l'équipe de Charging Station. Ce sera au Danemark, à Copenhague, d'une voiture très attendue, très prometteuse, avec une valeur pour ce qui est de l'autonomie maximale proche des 800 km. Je vous proposerai donc un essai sur la route avec cette voiture à Copenhague. Ce sera au tout début du mois de juillet. Ne manquez pas ça. Pour toutes ces bonnes raisons, et bien donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications. Allez, c'est parti. Place à l'essai. Ce BYD Atto 2, extérieurement, il est plutôt réussi, dans l'air du temps, sans en faire des caisses. C'est un SUV compact élégant, avec juste ce qu'il faut de petits gimmicks stylistiques pour afficher un petit style et éviter la noyade et l'oubli dans la jungle des SUV compacts électriques. On retrouve à l'avant ce bandeau noir qui relie les phares et sur lequel s'affiche la marque en grand. Ces éléments en partie inférieure sur les flancs, avec aussi ces petits éléments au-dessus des roues arrière, et puis ce déflecteur à la ligne travaillée en haut du haillon et des feux très travaillés également. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce BYD Atto 2? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, sous le capot, on a un moteur électrique synchrone à aimant permanent. On a en fait la même configuration que sur le Ford Puma Gen E essayé il y a 2 semaines, à savoir une seule configuration technique, pour l'instant en tout cas, mais 2 finitions proposées. On reviendra sur les finitions tout à l'heure. Donc, moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est sous le capot, qui entraîne donc évidemment les roues avant. C'est une traction. Le fait d'avoir un moteur à l'avant fait que parfois on n'a pas la place pour mettre un frunk ou alors un tout petit frunk, un tout petit coffre avant. Ici, franchement, puisqu'on a l'occasion de voir toute la partie technique, je trouve qu'on aurait pu avoir un cache et on aurait pu avoir un frunk à l'avant, ne fût-ce qu'un petit frunk pour placer le câble de recharge. C'est toujours pratique, malheureusement ce n'est pas le cas. Concernant le poids de ce BYD Atto 2, 1570 kg, 1570 kg, et concernant la charge tractable, on est sur 750 kg, que la charge soit freinée ou non freinée. La batterie haute tension qui équipe ce BYD Atto 2 est située sous le plancher entre les 4 roues. Elle alimente le moteur électrique. Elle est de type LFP, lithium fer phosphate. C'est la fameuse batterie Blade de BYD, une batterie reconnue, récompensée notamment pour ses qualités en termes de sécurité, de résistance au percement. Alors dans cette voiture, elle permet de revendiquer une autonomie de 312 km en cycle mixte norme WLTP. 312 km, c'est 64 km de moins tout de même que le Ford Puma Gen
y essayé il y a 2 semaines, un Ford Puma Gen E qui lui est moins logeable, plus court de 10 cm. On verra ce qu'il en est en termes d'espace à l'intérieur et notamment aux places arrière dans les toutes prochaines minutes. Alors ça c'est la théorie, 312 km, ce sont les chiffres théoriques, la norme WLTP. Qu'en est-il dans la vraie vie? C'est ça qui nous intéresse, combien dans la vraie vie peut-on parcourir de kilomètres sur une seule charge avec ce véhicule? Eh bien je vous dévoile les chiffres auxquels je suis arrivé tout à l'heure. La recharge, ça se passe à l'avant du côté droit et quand j'ouvre la trappe, eh bien je constate la présence des 2 connecteurs habituels et malheureusement il y a un petit cache pour le connecteur du quotidien. Parfois il est directement accessible, c'est plus pratique, c'est toujours une petite manipulation en moins à effectuer et comme c'est le connecteur qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est encore plus chouette. Malheureusement ici, il faudra le faire à chaque fois pour dévoiler donc ce connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme aujourd'hui en 2025. Vous voulez recharger sur le courant continu, dans ce cas-là vous retirez le deuxième petit cache et vous avez la somme des 2 connecteurs. C'est le connecteur Combo CCS avec une valeur, une puissance acceptée maximale par cette voiture sur le courant continu qui n'est malheureusement pas très élevé. Conséquence, le 10-80% est annoncé en 37 minutes quand le Ford Puma Gen E il y a 2 semaines réalisait le même exercice en 23 minutes. 37 au lieu de 23, ça fait quand même une sacrée différence. Alors une différence à laquelle vous serez confronté plus ou moins régulièrement. Si vous rechargez régulièrement sur le courant continu, là ça peut faire effectivement une différence par rapport à une voiture qui recharge plus vite. Alors ça c'est la théorie, 37 minutes pour passer de 10 à 80%. Qu'en est-il dans la vraie vie? La réponse maintenant. La recharge a démarré il y a 1 minute à 19h18. 19h18 plus 37 minutes, ça nous amène à 19h55. Ouais, ça va être un petit peu long. Est-ce qu'elle va les tenir? Est-ce qu'à 19h55, on sera bien à 80% de capacité de batterie? La réponse pour vous, ça va être plus court dans quelques secondes. 19h55, nous voici donc 37 minutes plus tard. Est-ce qu'on y est aux 80%? Eh ben non, vous le voyez, pas encore tout à fait. 76%, 76%, encore 4 petits pourcents définitivement. C'est vraiment très long. Alors, si vous avez recours régulièrement à la recharge sur le courant continu, ça pourra vous agacer. Si c'est pas le cas, franchement, si c'est occasionnel de temps en temps, c'est pas très grave. Donc c'est à voir en fonction de l'utilisation que vous allez avoir de votre voiture. Bon, encore un petit peu de patience pour atteindre les 80%. Oui, je commence à fatiguer. Ça y est, on y est. 19h57, on vient d'atteindre les 80% et donc il aura fallu non pas 37 minutes mais 39 minutes pour passer de 10 à 80%. Définitivement, c'est beaucoup trop long. Notez enfin que ce BYD Atto 2, pour être tout à fait complet, eh bien, il est équipé de la fonction V2L, Vehicle to Load, c'est-à-dire la possibilité via ici le port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur, eh bien, d'alimenter des appareils électriques externes. Voilà qui est toujours bien sympathique. Et puis prochainement, il se murmure qu'une nouvelle version pourrait faire son apparition, une version plus puissante avec une plus grosse batterie, ce qui permettra une meilleure autonomie. Affaire à suivre. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de dernière génération qui vous permettent de profiter de votre voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout aux meilleurs tarifs. Certainement, si vous rechargez à la maison, vous voulez découvrir l'offre de Luminus, eh bien, surfez sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, ne bougez pas, je m'installe à l'arrière, ensuite à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce BYD Atto 2 et puis je vous livre mes impressions sur la route après 1 semaine à son volant. On va s'intéresser maintenant au volume de chargement. Autant vous le dire d'emblée, c'est pas avec ce point qu'il va se démarquer par rapport à la concurrence, même si c'est toujours suffisant pour le quotidien évidemment. L'ouverture, elle est manuelle. On est sur 400 litres de volume de chargement. 400 litres, pour vous donner une idée, c'est 133 litres de moins que le Ford Puma Gen E avec sa Gigabox qui pour le coup est véritablement gigantesque. Cela dit, pour revenir à quelque chose de plus comparable, on est encore 60 litres en dessous d'un autre concurrent direct celui-là, le Kia EV3, qui propose donc 60 litres de plus, c'est-à-dire 460 litres de volume de chargement. Ce sera donc, je le disais, très suffisant pour le quotidien, mais c'est pas avec ce point qu'il va se démarquer. Qu'en est-il en termes de praticité? Eh bien, on a ici une tablette qui est une tablette
en dur, on n'a pas de tablette déroulante. On a une banquette arrière qui est fractionnable, on le voit, 60-40, des finitions qui sont très correctes. On a une belle moquette ici en partie inférieure, 2 petits crochets, un à gauche, un à droite. On a également une alcôve à gauche, une autre à droite. Et puis concernant ce plancher du coffre, eh bien, il est ici en position haute, position affleurante par rapport au seuil de chargement. On peut le mettre en position basse ou bien le retirer évidemment. Et quand on le met en position basse, il y aura encore un espace sous le plancher du coffre, un espace creusé dans lequel eh bien, on va pouvoir glisser les câbles de recharge, puisqu'on l'a vu à l'avant, il n'y a pas de frunk. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce BYD Atto 2, me voici installé sur la banquette arrière. Y suis-je bien installé avec mon 1m90, mon 1m90 et le siège avant réglé pour moi? Eh bien la réponse est oui, vous le voyez, siège avant réglé pour moi. J'ai ici de la place au niveau des genoux, j'ai 5-6 cm sans problème, de la place au niveau des pieds que je peux glisser sans problème sous le siège conducteur. Alors j'ai les genoux un peu hauts, j'ai pas un angle ici qui est très favorable en raison de la présence du pack de batterie sous le plancher comme sur la plupart des voitures électriques, mais pour le reste franchement c'est plutôt pas mal. Et ici pour m'installer correctement je peux relever évidemment l'appui-tête. Concernant les aspects pratiques, on a ce grand toit vitré avec vélum électrique, c'est de série. On a également des pochettes ici, alors la traditionnelle poche aumônière au bas à l'arrière des sièges avant, mais 2 petites poches supplémentaires en partie supérieure pour glisser par exemple des appareils électroniques, un téléphone, un smartphone par exemple, et ce derrière le conducteur et derrière le passager. Entre les deux, on a l'arrière de la console centrale qui n'est pas trop reculée, donc ça veut dire que la personne qui s'installe sur la place centrale, elle aura de la place pour glisser ses jambes et ses pieds. Pourquoi? Parce que le plancher en plus il est parfaitement plat, encore un point positif. À l'arrière de cette console, une prise USB-A, une prise USB-C, un petit espace de rangement également. Alors on n'a pas d'accoudoir central ici à l'arrière. En termes de qualité de finition, on sent que c'est qualitatif. Les petites surpiqûres ici, franchement ça donne un aspect qui est très qualitatif. Alors juste au niveau des portières en partie supérieure, c'est du plastique dur. On verra que c'est pas le cas à l'avant, on a du plastique moussé, mais ici à l'arrière en partie supérieure, c'est du plastique dur. Voilà, je pense avoir fait le tour ici à l'arrière, bien installé, de la place, un équipement qui est suffisant, de la lumière grâce au toit panoramique. Que demander de plus? Comme souvent avec les marques chinoises, à l'intérieur on soigne la présentation et on marque des points, là où les constructeurs traditionnels ont plutôt tendance actuellement à régresser ces dernières années avec des intérieurs très plastiques, pas vraiment à la hauteur pour certains du logo présent sur le volant. Ici les matériaux sont bien choisis, ça fait cossu à défaut d'être particulièrement joyeux dans cette finition noire, mais notez qu'une finition beige est également disponible sans supplément. Les assemblages sont eux aussi réalisés avec soin, rien à dire, franchement ça le fait. Matériaux moussés en partie supérieure, petite sorte de suédine qui n'en est pas vraiment ici également. Partout où on va poser les yeux, ça le fait en termes de qualité perçue. Je vous disais tout à l'heure à l'arrière que le haut des portières, il est dur à l'arrière, c'est du plastique dur. Ici à l'avant, il n'en est rien, c'est parfaitement moussé, très très bien assemblé. Franchement, rien à dire. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de ce BYD Atto 2. Sur la portière conducteur, on va retrouver en partie supérieure la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire la poignée de fermeture, les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande, ainsi que le verrouillage centralisé. En partie basse, le vide-poche dont le fond n'est malheureusement pas recouvert d'antidérapant. Dommage. Sous la planche de bord, enfin, bien cachée la commande d'ouverture du capot. Sur le tableau de bord à gauche du volant, rien du tout. Un petit vide-poche refermable eût été le bienvenu, mais ce n'est pas le cas. Sur le volant, réglage manuel avec des vraies touches physiques, sans piano black, c'est très bien. À gauche, on va retrouver la gestion du régulateur de vitesse. On a également la conduite assistée qui ajoute le centrage sur la voie de circulation. On reparlera de tout ça sur la route. On retrouve également à gauche l'appel du menu caméra et l'affichage des infos dans l'écran instrument. Ensuite, à droite, le téléphone, la commande vocale, le volume, les plages ou stations précédentes et suivantes et la gestion du menu complet qui apparaît dans l'écran instrument. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants et la gestion des éclairages. À droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 8,8 pouces dont le contenu est donc personnalisable à partir des touches sur le volant. Alors, pas d'affichage tête haute sur ce modèle. Au centre de la console centrale, on va retrouver l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 12,8 pouces sur cette finition supérieure. Ce sera 10,1 pouces, donc plus petit sur la finition d'entrée de gamme. Un écran qui est rotatif puisqu'on est chez
chez BYD. Si on appuie sur la touche ici, l'écran va passer en mode portrait. Notez qu'en mode portrait, vous n'aurez pas accès à Apple CarPlay et Android Auto, raison pour laquelle personnellement j'utilise systématiquement la vue paysage, c'est-à-dire la vue horizontale. Plus bas, les aérateurs centraux, ensuite la recharge par induction pour un seul smartphone, c'est dommage, deux ça aurait été pas mal. Plus en arrière, le très beau sélecteur de vitesse au centre et tout autour des boutons, des commandes, facilement accessibles donc. Le bouton de démarrage, les capteurs de parking, la fonction Auto Hold, la récupération d'énergie, les feux de détresse, le sélecteur de mode de conduite, le désembuage rapide, l'activation-désactivation de la ventilation et le bouton rotatif de volume. Le fait de pousser dessus va mettre l'écran d'infodivertissement en veille. Un écran qui, dans ce cas-là, affichera une horloge. Ensuite, les deux porte-gobelets et sous la coudoir qui est fixe, un espace de rangement qui n'est pas très grand, mais dont le fond est recouvert d'un caoutchouc antidérapant. Ça, c'est bien vu. Sous cette console centrale, encore un espace de rangement, ouvert celui-là, mais qui accueille toute la partie connectique. On aura donc une prise USB-A, une prise USB-C, un lecteur de cartes et également une prise 12 volts. Face aux passagers, la boîte à gants, de contenance très correcte, sans plus, là aussi, pas de feutrine, pas d'antidérapant. On va passer au menu caméra. Alors pour ça, j'enclenche la marche arrière. Voilà, et dans cette voiture, on le remarque, on a une vue à 360 degrés, on a même une vue 3D également. Alors sur la partie de droite, on a ici la vue vers l'arrière, puisque je viens de passer la marche arrière, donc par défaut, c'est la vue arrière qui se met. Ici, on peut avoir la vue avant, le côté gauche, le côté droit, la vue avant élargie, la vue arrière élargie, et toujours très pratique quand on a des parkings avec des grosses bordures de part et d'autre, ou si vous allez au fast-food, il y a souvent régulièrement des petites allées qui longent le bâtiment avec des bordures, des grosses bordures bien méchantes à gauche et à droite. Cette vue-là peut donc être particulièrement intéressante. Et puis à gauche, vous le voyez, on a la vue caméra 360 qu'on peut avoir par transparence également. Ça, c'est très pratique. Je le dis régulièrement, si vous devez reculer sur des dalles engazonnées, vous pouvez reculer sur la ligne de dalle précisément en ayant cette vue simulée par transparence. On a une vue 3D également qui est disponible. Je ne suis pas certain que ce soit réellement indispensable. C'est un petit peu plus gadget, mais ça peut servir certainement dans certaines circonstances. Voilà, on va la désactiver. Ici donc la vue par transparence, mais que vous pouvez obtenir également facilement en poussant tout simplement sur la voiture. Et puis on a également des paramètres ici. On a une bonne définition dans l'ensemble. Ici on a très peu de zones qui sont des zones grisées. Et puis on a cette vue simulée par transparence. Franchement, c'est vraiment très très chouette. Pour ça, c'est un gros plus de l'avoir de série dans cette voiture. C'est vraiment sympa. Attention, de série sur cette finition supérieure. Sur la finition d'entrée de gamme, ça fait partie des 2-3 équipements qui ne sont pas disponibles. Sur la finition d'entrée de gamme, ce sera tout simplement cette vue-là, c'est-à-dire une vue simple de caméra arrière. Allez, avant de vous livrer mes impressions sur la route après une semaine au volant de ce BYD Atto 2, on va aller faire un petit tour du côté du système d'infodivertissement. Rapidement, on a un système de widget sur la page de démarrage avec ici Spotify, la radio numérique et la navigation, mais vous pourrez personnaliser tout ça. En partie supérieure, on a ici l'heure. À droite, on a l'inclinaison de la voiture. On a également la commande vocale ici. On voit qu'on a un petit rappel de la fonction radio ici. Et en partie inférieure, les commandes liées au système de chauffage et de climatisation, entre autres, avec également la partie paramètres qui se trouve ici et la petite maison ici pour revenir sur l'écran par défaut. On peut faire un petit swipe vers la droite avec téléphone, appareil connecté, navigation, Spotify, Apple CarPlay ou Android Auto. Imagerie du véhicule. En fait, imagerie du véhicule, c'est la caméra 360. Ça aurait été plus simple de l'appeler comme ça. Mais bon, les outils pratiques, avec gestionnaire de fichiers, etc. Et puis des dossiers ici, albums, thèmes et autres. Les paramètres et la charge intelligente. On va aller faire un petit tour avec programmation de la recharge par exemple. Ensuite, un swipe, un de plus vers la droite. Là, on a Android Auto, BYD Store, manuel et l'assistant BYD. Vous pouvez réorganiser ça comme vous le souhaitez. Bien entendu, on revient sur la page par défaut, c'est celle-ci. Alors, on va aller faire un petit tour dans la partie radio. Et dans la partie radio, malheureusement, il y a des petites lacunes. Notamment, c'est pas très ergonomique. Il y a des petits couacs, ça ne fonctionne pas. Je demande d'appeler cette radio et elle me dit cette station de radio n'est pas incluse dans la liste des radios, dans la liste
liste valide. Alors, je comprends pas bien pourquoi je suis dans la liste des favoris. Pourquoi est-ce qu'elle me l'affiche si elle me dit qu'elle n'est pas dedans? Je trouve ça étrange. Si je choisis celle-ci, ça fonctionne. Si je choisis celle-ci, même chose. Elle n'est pas incluse dans la liste valide. Ça ne veut pas dire grand-chose. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle me l'affiche? Là, je lui demande de faire une recherche, donc ça va durer très très longtemps. Bref, cette partie radio ne parvient pas vraiment à me convaincre et c'est dommage. Ça coupe régulièrement aussi. Je reviendrai sur ce point plus précisément sur la route. Bon, on va aller évidemment à Marseille. Alors là, on est à 61% de capacité de batterie. Je démarre la navigation et je recherche Marseille. Marseille, Bouches-du-Rhône, on y est. Et c'est pas très réactif toujours. Voilà. Procéder à la route en surbrillance. Procéder à la route en surbrillance, ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, dans les paramètres, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ici les indications vocales, orientation de la carte, trafic sur la carte, ok. Préférence d'itinéraire, préférence de voyage VE. J'ai ajouté automatiquement des stations de recharge. Donc là, a priori, c'est ce qu'elle va pouvoir faire. Ici, je peux ajouter une destination intermédiaire, les commandes, les indications vocales ou pas. Voilà. Et ici, un aperçu de l'itinéraire. Je remarque que là, elle n'ajoute pas encore de station de recharge. Alors peut-être que ça va venir pendant le trajet. Peut-être pas, c'est pas sûr. Bref, je suis pas entièrement convaincu par ce système de navigation. J'ai pas envie, en tout cas, de lui faire entièrement confiance. On se rend compte que c'est un petit peu, un petit peu incertain. J'ai envie de dire, c'est un petit peu incertain et ça ne rassure pas. Calcul gamme électrique, ça ne veut rien dire non plus. C'est-à-dire la zone accessible avec le niveau actuel de la batterie, 61%. Donc on voit qu'ici on arrive jusqu'au Luxembourg, un petit peu au-delà de Lille, ici aux Pays-Bas, à l'entrée des Pays-Bas, et puis la côte belge évidemment. Voilà, c'est tout. Ce qui me paraît un petit peu aléatoire, c'est le fait de ne pas avoir d'indication précise sur les bornes de recharge. Vous voyez que j'attends, je lui ai demandé de les ajouter et elle n'arrive pas, c'est dommage. Donc bilan mitigé sur l'utilisation de ce système de navigation. Si vous avez une autre expérience avec ce même système et que vous avez pu d'une manière ou d'une autre plus facilement que ça n'est le cas ici ajouter des arrêts de recharge automatiquement, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Je vois que ici il y a cette petite indication qui indiquerait que la voiture n'est pas connectée ou qu'il y aura un problème de connexion. Ce qu'elle n'indique pas ici, ce qu'elle m'indique 4G ici. Donc voilà, un peu incertain. Si vous avez des précisions sur cette voiture et son fonctionnement et notamment le système d'infodivertissement, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pour démarrer, pression obligatoire sur le bouton de démarrage, sur la console entre les deux sièges avant. D'emblée, dès les premiers instants, on comprend que l'accent a été mis bien davantage sur le confort que sur l'aspect dynamique. La direction est légère en réglage standard, très légère même, plus ferme en mode sport heureusement. Et les suspensions sont-elles plutôt souples, voire même très souples. À vous de faire un essai pour vous faire votre propre opinion et voir si ça vous convient. Les sièges, ils sont très beaux et ils maintiennent vraiment bien. Les sièges qui équipent ce BYD Atto 2. Les réglages sont électriques côté conducteur dans 6 directions et côté passager dans 4 directions. On se sent vraiment bien au volant et ces sièges, ils participent à l'ambiance plutôt relax, confortable qu'on peut ressentir au volant de ce SUV compact. Notez que le volant et les deux sièges avant sont également chauffants, uniquement sur la finition supérieure Boost essayée cette semaine. Des aides à la conduite, il y en a une vingtaine dans cette voiture et toutes sont de série sur les deux finitions, c'est très bien, à l'exception de deux choses, la caméra 360 et les capteurs de stationnement avant qui sont réservés à la finition supérieure Boost. Sur la finition active, pour les caméras, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera uniquement une caméra arrière et des capteurs de stationnement uniquement à l'arrière. Alors est-ce que tout ça fonctionne correctement? Malheureusement, pas vraiment. Durant cette semaine, j'ai été irrité par les alertes d'attention et de fatigue bien trop intrusives. Vous baillez une demi-fois ou vous jetez un coup d'œil un peu trop prononcé vers l'écran d'infodivertissement, là où pourtant tout se passe, et c'est la remontrance sonore directement. C'est franchement pénible et ça incite à les couper. Ce qui peut être fait via le menu qui vient du haut pour certaines fonctions, mais pas pour toutes. Dommage. Il faut alors se perdre dans les menus réglages pour accéder à toutes ces fonctions. Franchement, les constructeurs, s'il vous plaît, réglez
régler vos aides à la conduite correctement et adopter un menu de réglage à la My Safety Perso de Renault ou Dacia pour tout régler une fois pour toutes, un menu qu'on peut rappeler facilement. C'est tellement plus simple, tellement plus ergonomique. Un mot encore concernant le régulateur de vitesse adaptatif. Quand la voiture devant vous change de bande et que vous avez le champ libre, eh bien la voiture met beaucoup trop de temps pour accélérer à nouveau jusqu'à la vitesse demandée, la vitesse de consigne, vous obligeant vous-même à le faire finalement. Sinon les gens derrière vous se demandent pourquoi vous n'accélérez pas. Là aussi, franchement, quelques ajustements s'imposent. Je le disais il y a un instant, en démarrant cette partie sur la route, ce Atto 2, il n'est pas vraiment une voiture dynamique, c'est très confortable. Et si c'est ce que vous recherchez, eh bien vous serez ravis. Mais si votre truc à vous, c'est à contrario de vous amuser au volant, là vous allez un petit peu rester sur votre faim. La motricité, elle n'est pas optimale, certainement sur route humide où la configuration traction, donc avec le moteur à l'avant plus le couple généreux de l'électrique, eh bien propose un cocktail qui est plutôt, alors non pas détonnant, mais patinant. Si vous y allez un poil fort avec l'accélérateur. Le comportement, il est assez pâteau. Il y a plusieurs modes de conduite disponibles, mais franchement, les différences de l'un à l'autre sont pas vraiment évidentes. Bref, pour le confort, pas de problème. Là, vous serez vraiment satisfait. Mais pour le plaisir, on repassera. À basse vitesse, concernant le bruit, la gestion des bruits, rien à signaler, l'Atto 2 est silencieux. À plus haute vitesse, par contre, là je monte sur l'autoroute, ça va être plus sonore en raison d'une moins bonne maîtrise des bruits aérodynamiques. Pas de problème en revanche du côté des bruits de roulement, là c'est bien maîtrisé. Le système audio, il ne m'a pas vraiment convaincu, cette semaine le son est très médium, pas vraiment agréable. La radio numérique coupe régulièrement et puis la partie radio dans l'interface d'infodivertissement, eh bien n'est ni réactive ni ergonomique, avec des incohérences également visuelles. Bref, peut mieux faire. 11,5 mètres, c'est la valeur revendiquée par ce Atto 2 concernant le diamètre de braquage, une valeur qui n'est pas vraiment réduite et pourtant je n'ai pas ressenti d'inconfort particulier durant cette semaine d'essai, d'une part parce que la direction est très légère, ce qui du coup en fait un avantage, et d'autre part parce que le système de caméra à 360 degrés dans cette finition supérieure est équipé et d'une aide précieuse, notamment dans les parkings et plus globalement dans les endroits exigus. Concernant la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur, vous avez le choix entre standard et élevé et le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est déjà ça. Malheureusement, la différence entre les deux là non plus n'est pas énorme et dans tous les cas, surtout à basse vitesse, eh bien la récupération sera insuffisante pour pouvoir se passer de la pédale de frein. Adepte de la conduite à une pédale, passez votre chemin. La pédale de frein, enfin, elle est plutôt intuitive et donc agréable à utiliser. On ne tombe pas dans l'excès de mollesse, certainement en début de course qu'on va retrouver sur certaines voitures électrifiées qui récupèrent l'énergie. Phare, feu arrière et feu de jour sont tous à technologie LED sur ce Atto 2 et ce sur les deux finitions. Toujours sur les deux finitions, l'allumage est automatique, tout comme le basculement entre feu de route et feu de croisement. Pas de phare matriciel adaptatif, en revanche, même en option. Voyez ce que ça donne dans l'obscurité et puis à l'intérieur, vous aurez droit au minimum en matière d'éclairage d'ambiance, à savoir un éclairage monochrome qui n'est pas très élaboré et uniquement présent sur la finition supérieure Boost. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 312 km en cycle mixte, norme WLTP, une valeur à la base déjà pas très élevée. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 13 et 28 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font, je vous le rappelle, majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, c'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 15,9 kWh au 100. Cette valeur plutôt raisonnable, compte tenu du fait que je suis majoritairement sur autoroute. Eh bien, cette valeur, elle va me permettre de parcourir un peu plus de 250 km sur une seule charge, ce qui est suffisant pour le quotidien. Sur de plus longs trajets, on l'a vu, le temps nécessaire pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie, il est assez élevé. Alors si c'est une fois de temps en temps, pas de problème. Si c'est très régulier en fonction de vos habitudes de trajet, eh bien cette voiture n'est sans doute pas celle qui vous convient le mieux puisque d'autres en la matière font beaucoup mieux. Les prix à présent, les voici pour la Belgique, la France et la Suisse. Cette voiture d'essai est une finition supérieure Boost en Belgique. Prix de départ 31 990 €, 31 990 €. Une seule option sur cette voiture d'essai, la peinture Skiing White facturée 750 €. Prix total en Belgique 33 730 €. Sauf que vous l'aurez compris, ça ne fait pas la somme des deux, c'est supérieur de 990 €, 990 € qui correspondent aux frais de livraison qui sont obligatoires. Je trouve
trouve ça un petit peu mesquin, vous pouvez toujours tenter de vous les faire offrir. Surfez sur le site internet de BYD qui correspond à votre pays, configurez votre BYD Atto 2 idéal, ça ira très vite, très peu d'options à sélectionner, et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. On connaît ça depuis un certain temps. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent en termes de facilité de gestion et puis bien sûr la déductibilité également spécifique aux entreprises. Pour les particuliers, pas de déductibilité malheureusement, mais bien tous les avantages, les mêmes que pour les entreprises, à savoir une facilité de gestion au quotidien puisque vous payez un seul montant qui est le même du premier au dernier mois. Il comprend tout, à savoir la mise à disposition de la voiture et puis également tous les frais annexes, l'assurance, l'entretien, le remplacement des pneus, les taxes, etc. Vous n'avez à vous soucier de rien, tout est compris. Alors bien sûr, mensuellement, c'est plus cher qu'un remboursement de crédit, mais comme tout est inclus, c'est comme si vous preniez tous les frais que vous aurez avec votre voiture pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, la durée du contrat, et que vous les répartissiez de manière équivalente sur tous les mois, avec un petit montant supplémentaire chaque mois. Voilà qui est bien plus avantageux en termes de facilité de gestion de votre budget. Demandez une offre, ça n'engage à rien pour cette voiture ou n'importe quelle autre. Contactez Arval via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous en avez besoin tout de suite ou peut-être en avez-vous envie tout de suite? Dans ce cas-là, quelle que soit la raison, surfez sur Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Des voitures d'occasion, des véhicules récents, des véhicules neufs évidemment et puis de plus en plus de véhicules 100% électriques. Il y a d'ailleurs de très très belles affaires à faire sur Autoscout24 en ce moment concernant les véhicules électriques disponibles. Sur Autoscout24, vous avez la possibilité également de faire reprendre votre véhicule actuel. Vous avez également accès à une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique pour vous familiariser avec les termes, avec notamment la recharge. Un calculateur de temps de recharge est disponible, un calculateur d'autonomie également. Tout ça, c'est disponible sur Autoscout24. Et puis Autoscout24, c'est également une application. L'application Autoscout24 qui est gratuite, disponible sur l'App Store d'Apple, sur le Play Store de Google également. Et vous aurez comme ça au creux de votre main, dans votre poche, sur votre smartphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la même puissance de recherche que via le site internet d'Autoscout24. Je le rappelle, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Autoscout24.be, c'est le site internet pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Définitivement, en conclusion, un essai de 30 minutes et un essai d'une semaine, ce n'est absolument pas la même chose. La preuve encore cette semaine avec ce BYD Atto 2, j'avais été surpris positivement durant le premier trajet et au terme de cette semaine, malheureusement, je déchante un petit peu. Alors surpris positivement au premier regard, pourquoi? Parce que sa ligne est élégante, son intérieur est de qualité, sa liste d'équipements est impressionnante, certainement dans cette finition supérieure. Et puis durant cette semaine, je l'ai utilisé dans mon quotidien et petit à petit les défauts sont apparus. Un système de chauffage et de climatisation au fonctionnement aléatoire, ça souffle souvent fort pour rien. Il faut régler la température sur 29 ou 30 degrés pour que ça arrête de souffler froid, ce qui n'est pas très logique ni très ergonomique. Une partie radio numérique pas très convaincante, ça coupe, ça refuse de se connecter et même supprimer une radio des favoris peut s'avérer compliqué. Et puis les aides à la conduite, nombreuses mais pas toujours très au point, c'est pénible. Outre l'alerte de survitesse que vous pourrez heureusement couper relativement facilement, vous devrez couper également l'alerte de fatigue, l'alerte de distraction, parce que cette voiture qui concentre tout sur son écran ne supporte pas que vous regardiez l'écran et parce qu'elle va aussi se mettre à sonner de manière un petit peu excessive au moindre bâillement. Bref, même si ce BYD Atto 2 est à la base une bonne voiture, malheureusement aujourd'hui, en raison de ces trop nombreux petits bémols, je ne peux pas dire que c'est une voiture entièrement recommandable. En tout cas, aujourd'hui, certainement que des mises à jour viendront corriger certains de ces bémols, surtout que dans le secteur, c'est pas la concurrence qui manque. Et si je prends les voitures citées tout à l'heure, à savoir le Kia EV3, le Skoda Elroq ou encore le Ford Puma Gen E, ces trois voitures sont, il faut le dire, d'un point de vue ergonomique, nettement plus agréables à utiliser, même si toutes n'ont pas les qualités que peut avoir ce BYD Atto 2 en termes d'espace à l'arrière. Par exemple, un Ford Puma a moins d'espace à l'arrière, mais a plus de volume de coffre. À vous de voir ce qui est important pour vous.
vous. Concernant les aides à la conduite également, eh bien certaines vous n'allez peut-être pas les utiliser si vous n'êtes pas adepte des aides à la conduite, régulateur de vitesse, etc. Je sais que certains n'utilisent pas ces fonctions, donc à voir pour vous ce qui est important. En ce qui me concerne, évidemment, j'utilise tout et donc forcément le verdict peut paraître un petit peu sévère. À vous de voir ce qu'il en est selon vos critères. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, on l'a dit, ce sera la semaine prochaine. Premier trajet et ensuite le grand essai du Smart Hashtag 5. On ira ensuite chez Skoda avec le Skoda Enyaq restylé dans une version et une finition, vous le verrez, qui est particulièrement séduisante. On ira chez Citroën ensuite avec le Citroën IC3 Aircross. Chez Polestar, on va y retourner avec la Polestar 3, ce gros SUV de la marque sino-suédoise. Chez BMW, le BMW iX, lui aussi a été restylé, plutôt joliment d'ailleurs. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine avant de vous faire découvrir une autre nouveauté très attendue. Il s'agit de la Renault 4 e-Tech électrique. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Gomme-t-elle en effet toutes les petites imperfections de la Renault 5, notamment en termes d'espace à l'arrière, qui est très mesuré sur la Renault 5. Eh bien, pour le savoir et connaître mon avis par rapport à cette voiture dont je prendrai le volant pendant une semaine, rendez-vous très bientôt sur Charging Station. Je vous souhaite un super été. Charging Station continue durant cet été avec toute l'équipe. On continue à vous proposer des essais toujours plus électrisants. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous avez aimé cette vidéo, cet essai, n'hésitez pas à la partager également. Vous êtes plusieurs centaines à le faire dans votre entourage chaque semaine et ça me fait bien plaisir ainsi qu'à toute l'équipe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi si vous l'avez aimé, ça aide à faire grandir la chaîne. À bientôt.